Voilà, trois sujets. Donc, dans cette page d'actualité avec Isaac qui est déjà là, bonjour. Bonjour Herman et bonjour amis téléspectateurs. On va parler d'une preuve d'efficacité dans la gouvernance économique, en tout cas de la part du Togo. Une bonne nouvelle? Ouais, bonne nouvelle en tout cas. Et c'est un classement de la Banque mondiale qui le dit qu'en dépit de la crise sanitaire de Covid-19, le Togo affiche une bonne efficacité en termes de gouvernance économique. Et d'après le classement, le Togo est cinquième sur les les 54 pays africains. Et donc, il faut dire que... Cinquième sur 54. Oui, cinquième sur 54. Donc, D'accord. dans le classement, s'il faut préciser, c'est l'île Maurice qui arrive en tête, la Guinée-Bissau en deuxième position, les Seychelles en troisième position, le Rwanda vient en quatrième et le Togo en cinquième position. Et donc, le Togo dévance l'Afrique du Sud, dévance le Tchad, la Sierra Leone et le Burundi. Donc voilà, le Togo se retrouve dans le top 5. Et sur quelle base on dit que... Les critères, qui sont les indices? Justement, les indices, ce sont les mesures qui ont été prises par les autorités togolaises pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Parce qu'il faut le préciser, avec l'avènement de la Covid-19, les économies sont affectées, sont affaiblies dans le monde entier. Et donc, le Togo également a été affaibli, mais il faut dire que malgré cette pandémie, les dispositions prises par le Togo ont permis quand même au pays d'avoir quand même un PIB estimé à 6,8%. Et ces mesures, nous connaissons un peu ces mesures. Tout d'abord, quand la crise a commencé, le gouvernement a lancé le programme Novici qui a permis de soutenir les couches vulnérables, comme on le dit. Là, près de 13 milliards ont été débloqués pour soutenir les couches vulnérables. Également, les autorités ont pris des dispositions comme quoi des allègements fiscaux pour soutenir les entreprises qui étaient affaiblies, qui n'étaient plus en mesure de payer les taxes et autres. Donc, des mesures d'allègement fiscal ont été mises en place et ont permis également à ces sociétés de pouvoir résister face à la pandémie de Covid-19. Et en dehors de ça, l'État togolais même a mis en place une stratégie pour faire face à la Covid-19 et régulièrement le pays fait des sorties sur le marché financier régional pour mobiliser les fonds parce que c'est le pays à un moment donné, puisqu'il n'y avait plus d'entrée en termes de revenus, puisque les activités étaient au ralenti, il a fallu faire des sorties sur le marché financier pour mobiliser d'importantes sommes. Et donc à la fin du troisième trimestre de l'année en cours, le Togo a réussi à mobiliser 400 milliards sur le marché régional financier. Et donc, 400 milliards, est-ce que tous les fonds ont été quand même mobilisés? C'est vrai, c'était l'objectif à atteindre, on l'a annoncé. Et est-ce que cet objectif-là est véritablement atteint? Les 400 millions ont véritablement été mobilisés les 400, il y avait une mobilisation qui est prévue pour faire face à la Covid, ça c'est la solidarité Covid-19, mais les 400 milliards mobilisés sur le marché financier régional, c'est pour soutenir la caisse de l'État, parce que avec le ralentissement des activités, l'État ne percevait plus assez d'impôts, il n'y avait plus assez de dividendes pour les sociétés d'État. Du coup, il a fallu qu'on fasse la sortie sur le marché financier régional pour mobiliser les fonds pour faire face à des dépenses, notamment le paiement des salariés. Il y a des soldes, enfin, des crédits que le pays doit solder, parce qu'il faut le préciser, le pays est aussi endetté, et ce n'est pas seulement le Togo, pratiquement tous les pays sont endettés. Et donc, si j'en reviens au classement, pour les autorités togolaises, en tout cas, ils se sont félicités de ce classement, puisque le Togo est cinquième, je le disais tantôt, et les autorités précisent, ça c'est une note de la présidence qui le précise, ces résultats sont la preuve de la pertinence des initiatives et des choix opérés par le gouvernement en vue de résister au choc de la crise sanitaire
et préparer la résilience économique. Bref, le pays se félicite en tout cas d'avoir obtenu ce résultat, d'être placé à la 5e position sur le plan continental, ce qui n'est pas rien en réalité si on vous dit que malgré la crise, surtout si nous prenons dans le secteur sanitaire du Togo, on sait tous qu'on n'a pas assez de moyens et aussi nous n'avons pas un grand marché de consommation, et malgré tout cela, le Togo a réussi quand même à être efficace en termes de gestion. C'est quand même à apprécier, et voilà pourquoi les autorités se félicitent d'ailleurs. Donc pour la gestion en termes d'économie, la gouvernance et l'économie, le Togo qui est classé donc 5e sur les 54 pays d'Afrique. Bon, les autorités togolaises se félicitent, c'est de bonne guerre, mais il a précisé, c'est surtout dans la gestion de cette pandémie Covid-19 avec des mesures plus ou moins, bon, je ne peux pas avancer un mot ici, mais tu nous apprends également qu'il y a d'autres vaccins qui sont à nouveau disponibles. Oui, hier, le Togo a réceptionné plus de 700 000 doses de vaccins de Sinovac, et c'est toujours dans le cadre de la campagne de vaccination de la population, puisque le pays s'est fixé pour objectif de vacciner 60% de sa population d'ici la fin de l'année. Et donc, il va falloir mobiliser assez de vaccins pour pouvoir vacciner toute la population. Donc, hier, 700 000 doses, précisément 702 000 doses de Sinovac ont été réceptionnées. Ça, c'est dans le cadre de l'initiative COVAS. Et les 700 000 doses portent à 1,27 million doses de Sinovac que le Togo a reçues depuis le lancement de sa campagne en mars dernier. Et donc, ces doses qui sont arrivées, c'est vraiment important, il faut le préciser, parce que dans l'ordonnance ou encore l'avis et la prononciation de la Cour constitutionnelle sur l'ordonnance du gouvernement qui exigeait le pass sanitaire, il a été précisé que cela devrait être élargi. En tout cas, la Cour constitutionnelle avait souligné une forme de discrimination, étant donné que la mesure était appliquée seulement, ou encore continue d'être appliquée seulement à Lomé et enfin, dans la préfecture d'Agonivé et du Golfe. Il va falloir l'étendre à toutes les préfectures, à toutes les localités du pays. Et à la suite de cela, le coordinateur du comité de riposte contre la Covid-19, le colonel Dipul Mohamed, avait précisé qu'il y a possibilité d'étendre. Et si on n'avait pas étendu, c'est parce que justement, il n'y avait pas assez de vaccins pour vacciner la population de l'intérieur. Voilà, il avait également précisé que dès qu'il y aura suffisamment de vaccins, la mesure sera élargie. Voilà, nous en avons reçu encore. Donc, il faut dire qu'on est tout proche d'élargir cette mesure à toute la population. Et d'après des informations qui doivent être confirmées, le gouvernement a déjà introduit une nouvelle ordonnance pour étendre la mesure à toutes les localités du pays. Il ne s'agira pas seulement du Grand Lomé, oui, parce que la plupart des temps, on parle plus du Grand Lomé pour ces mesures-là. Donc, je pense que ce serait élargi à tout le monde. Ce serait élargi à tout le monde dans toutes les préfectures. Si vous n'avez pas le pass sanitaire, vous n'accédez pas au bâtiment public. Mais là, ce qu'il faut relever, déjà à Lomé, il y a déjà une flexibilité de la chose. Parce que si vous arrivez au niveau des bâtiments publics, il faut le dire, c'est juste seulement dans certains bâtiments ou à l'entrée de certains bâtiments. Il faut aller au niveau du service de nationalité. On le dit tout haut, il faut aller là-bas parce que vous savez que ça a même déjà commencé les inscriptions en ligne pour les nouveaux bacheliers. Et la plupart de ces bacheliers-là, je ne sais pas le nom, mais n'ont pas de nationalité, il faut le dire. Parce qu'il faut s'y rendre, parce que j'ai accompagné une soeur, une cousine. Le monde qu'il y a là-bas au niveau du service de nationalité, il faut aller voir. Et vous ne montrez aucun passe vaccinal avant d'y aller parce qu'il y a tellement d'élèves. C'est vrai, élèves émancipés plus ou moins encore, mais il y a tellement du monde. Justement, c'est aussi ça la réalité. J'en venais
parce que vous allez au niveau de certaines institutions, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus de vérification en ce qui concerne le pass vaccinal, ou encore on vous demande si vous faites, je ne sais pas si c'est un semblant de sortir un papier, on vous dit allez-y. Des fois, si vous montrez le pass, on ne s'assure pas pour savoir si c'est réellement, c'est à vous qu'appartient le pass, on vous laisse passer. Des fois, vous dites que vous n'en avez pas, on vous laisse passer. Ça, j'ai été témoin oculaire, comme on le dit, de la scène récemment à l'entrée d'un ministère, je préfère taire le nom, où la personne vient, il dit qu'il n'a pas de passe, on lui dit de passer. Et bizarrement, quand moi je dis que je n'ai pas de passe, je ne sais pas si c'est parce qu'on a vu sur ma carte d'identité journaliste, on n'a pas voulu. En tout cas, j'ai fait un semblant de leur dire que je n'en ai pas, mais ils disent que moi je ne peux pas rentrer. Mais pourquoi j'ai posé la question, pourquoi ils disent non, que c'est nous qui sensibilisons les gens d'aller se faire vacciner, qu'il était important que nous-mêmes on se vaccine. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est là que j'ai présenté mon passe avant de passer. Bref, il faut préciser qu'à l'entrée de beaucoup de plusieurs ministères, il n'y a pas de vérification. En tout cas, c'est pas si la mesure a été levée et que nous on n'est pas au courant, ou encore qu'est-ce qui s'est passé finalement et qu'il n'y ait plus de rigueur, puisqu'il faut le préciser, dans les tout premiers jours de l'annonce de cette disposition, ben, si vous n'en avez pas, c'est que vous ne rentrez pas. Il y avait même une forme d'exagération en ce qui concerne la surveillance ou encore la vérification de ce document. Mais là, il y a totalement une flexibilité. Et n'en parlons pas du dispositif de lave-main. Ça n'existe même plus. Ça n'existe plus. Il y a d'aucuns qui s'amusent quand même à poser certaines questions. J'ai voulu quand même peut-être poser cette question-là aussi aux responsables qui sont tradis du gouvernement, qui sont en mission donc, dans le cadre de la sensibilisation. On me demande la plupart du temps pourquoi est-ce que lorsqu'on va au terre pour payer, on ne demande pas la carte, disons le pass vaccinal, ou disons lorsqu'on va au niveau de la CET, on ne demande pas le pass vaccinal avant de solder ses frais. Bon, je ne saurais répondre à cette question. Après tout, je ne suis ni à l'auteur ni à la CET. Mais pour un citoyen lambda, on peut estimer que là, c'est l'argent, vous venez de donner de l'argent. Et donc, on ne va quand même pas vous poser des conditions pour verser de l'argent. En tout cas, je pense que, comme l'a souligné la Cour constitutionnelle, il va falloir que vraiment on revoie cette ordonnance de passe vaccinal parce qu'il y a beaucoup de manques là-dedans. Il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été pris en compte, comme l'a souligné d'ailleurs la Cour constitutionnelle, puisque si nous donnons l'exemple de la société, quelqu'un qui vient payer sa facture, si jamais on lui dit vous n'avez pas de passe et qu'il doit retourner à la maison, heureusement qu'il a la possibilité de payer c'est pas Timoni ou Flouze ou un truc du genre, mais en dehors de cela, je pense que ça doit être vraiment revu pour que chacun sache de quoi il s'agit exactement. C'est très important. Et il faut préciser sur cet aspect que le Togo est en train d'être copié par les pays de la sous-région où le pass vaccinal est maintenant exigé dans beaucoup de pays, récemment au Bénin. Au Bénin, je le rappelle aussi, dans ce pays-là, parce qu'en tout cas, on sort des mesures là. Bon, en tout cas, la dernière mesure, c'est pour le 10 septembre ou 10 octobre dernier, où voilà, on arrête certaines activités, on interdit certains regroupements, on les limite même. Je vous rappelle aussi qu'au Bénin, ça a été aussi repris, parce qu'il y avait eu des activités culturelles à caractère moderne, surtout, puisque je suis un peu dedans. On devait participer, mais on nous a fait comprendre que le gouvernement finalement a décidé que toutes les activités culturelles pour au moins une période donnée doivent être suspendues, reportées. Bon, c'est une bonne guerre, il faut le dire ainsi. Des mesures nécessaires donc pour contenir cette maladie Covid-19. Juste un petit rappel par rapport aux chiffres mis à jour sur le site du gouvernement. C'est hier le 26 octobre, donc en nombre de cas actifs au total, on est à de 26 011 cas. Ça, c'est le cas total. Donc,
Sur les 26 011 cas, on a 25 474 personnes qui sont guéries. On a 242 personnes décédées et actuellement, ça fait 295 cas actifs. Voilà les chiffres mis à jour depuis hier, à partir de 19-17 minutes. Bon, c'est pas que depuis cette heure-là jusqu'à ce moment où nous parlons, s'il y a eu des cas détectés. Ça ne manque jamais. Oui, bon, on verra bien. Courant la journée d'aujourd'hui, on va sur le continent africain, on l'a évoqué hier. D'abord avec le cas de Mali où on veut reporter quand même cette date d'élection. On a également fait cas de ce nouveau coup d'État au Soudan, c'était lundi. Et on se pose la question, parce que ça devient récurrent, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, la faute se situe à quel niveau? Est-ce que vous avez les réponses finalement? C'est la question que tout le monde se pose, surtout lundi où un groupe de militaires ont tenté encore renverser le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, qui est le premier ministre, premier responsable du pays. Et donc c'est encore un coup d'État que vient d'enregistrer l'Afrique. Il faut dire en espace d'une année, si nous prenons d'août 2020 à octobre actuellement, ça fait plus d'une année, mais bon, si nous nous limitons dans une année, ça fait déjà 4 coups d'État que l'Afrique a connus. Et il y a 2 au Mali parce qu'entre-temps, Goïta avait renversé Ibeka. Il a remis le pouvoir aux civils après négociation de la CEDEAO pour qu'il y ait transition. Mais à la grande surprise, il a encore repris en mai dernier. Donc ça fait de là-bas, il y a la Guinée également qui a enregistré un coup d'État en début du mois d'octobre. Oui, c'est ça, en début du mois d'octobre, avec le renversement du professeur Alpha Condé. Et récemment, lundi dernier, au Soudan. Donc ça fait déjà 4 coups d'État en espace d'une année. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il faut préciser que c'est dans les années 90 que l'Afrique faisait face à ces coups d'État militaires, bien sûr, parce que les militaires, ils décident avec les armes, ils décident de prendre le pouvoir. Pour le cas du Soudan récemment, c'est les militaires qui ont décidé de prendre le pouvoir également. Et là, la population n'était pas d'accord parce que pendant un long moment, le pays était dans la main des militaires. Il a fallu plusieurs années de négociations pour que le pouvoir retourne aux civils. Donc, c'est ce qui a occasionné des manifestations de la population. Et ils ont eu gain de cause puisque finalement le premier ministre Abdallah Hamdok a été libéré, mais pas totalement libéré parce qu'il est sous surveillance renforcée. Et ça, c'est à la demande de la population qui n'a cessé de manifester. Et au passage, il faut préciser, comme toujours, quand les coups d'État arrivent, il y a les condamnations et il y a l'Union européenne qui menace de suspendre ses aides au pays. Il y a également l'ONU qui a tapé du poing sur la table pour dire non, il ne faut plus que les coups d'État continuent. Mais au-delà de ça, nous posons cette question, pourquoi les coups d'État continuent en Afrique et à qui la faute? Au Mali, hier, nous l'avons évoqué que c'est parce que les militaires ont pris le pouvoir, parce qu'ils estiment que Ibeka, qui était démocratiquement élu, comme on le dit, n'arrivait pas à faire face à la rébellion qui sévissait dans le nord du pays, raison pour laquelle Goïta et ses acolytes, si on peut le dire ainsi, ont décidé de prendre le pouvoir pour pouvoir faire face au groupe rebelle. Et en Guinée, qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires ont pris le pouvoir. Ils estiment que Alpha Condé est dans un mandat dit illégal parce qu'il est dans son 3e mandat, il est censé faire 2 mandats. Il est arrivé, il a modifié la constitution pour pouvoir briguer pour la 3e fois à la magistrature, briguer la magistrature suprême pour la 3e fois, ce qui n'est pas du coup des militaires. Et là, il faut le préciser que c'était la joie de la population. La population a salué, comment dit-on, ce coup d'État. Or, dans la constitution de la Guinée, c'est interdit, en tout cas pour beaucoup de pays, la constitution interdit les coups d'État, raison pour laquelle d'ailleurs
les institutions ou encore organisations internationales, quand il y a coup d'État, interviennent et menacent de sanctionner ces pays-là. Mais à la grande surprise, c'était la joie comment dit-on, en Guinée. Au Mali également, plus ou moins, il y avait la joie de la population suite à la chute d'Ibeka, parce que là, il y avait les élections législatives qui ont été organisées, où la population criait à la fraude. Et donc, rapidement, quand il y a eu coup d'État, ils se sont dit que voilà, il y a une solution qui est apportée. Ils estiment que Ibeka n'était pas dans la légalité pour avoir fraudé les élections législatives, et donc il va falloir qu'il soit renversé. Bref, pour dire que ce sont des raisons de part ces différentes raisons qui motivent les militaires à prendre le pouvoir, mais on se demande, est-ce que ces raisons sont légitimes pour renverser les présidents? Est-ce qu'il faut passer par les coups d'État? Si nous prenons le cas d'Alpha Condé, beaucoup de leaders politiques, en tout cas qui sont opposants dans d'autres pays, sans saluer directement ce coup d'État ou encore sans l'apprécier directement, ont simplement dit que Alpha Condé a cherché et a trouvé. D'ailleurs, c'est le terme que Fab a utilisé, que c'est lui-même qui a cherché et a trouvé, parce qu'il faut préciser que Condé était un opposant. Il avait vraiment milité pour arriver, il s'est vraiment battu pour arriver au pouvoir, et il est censé donner un exemple, parce qu'il était l'exemple type des opposants qui font tout pour arriver au pouvoir. Mais voilà qu'il est arrivé, et rapidement il a cherché à se maintenir, comme on le dit, il a pris goût du pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est quoi exactement, à qui exactement la faute? Est-ce la faute à ces personnes qui sont renversées? Parce qu'en Guinée, nous disons que Condé a décidé de faire un troisième mandat. Au Mali, Ibeka, entre-temps, aurait fraudé les élections législatives. Voilà pourquoi on l'a renversé. Alors, est-ce qu'il faut se limiter à cela? Est-ce qu'il faut prendre les coups d'État comme solution quand les présidents décident de se maintenir au pouvoir? Est-ce que le maintien, le désir, la volonté de se maintenir au pouvoir des chefs d'État doit être la raison de ces coups d'État-là? En tout cas, même si certains l'apprécient, les coups d'État sont interdits, parce qu'il faut arriver au pouvoir par les urnes. Quelqu'un d'autre poseront la question, voilà qu'ils ont le pouvoir ou encore la même mise pour gagner les élections à travers les urnes également. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Donc c'est la grande interrogation aujourd'hui, c'est la question que tout Africain doit chercher à répondre. Elle reste posée, cette question, à qui la faute? Bon, si vous avez la réponse, vous pouvez participer à cette page d'actualité avec nous, en envoyant vos SMS. C'est mardi et mercredi, mais en attendant, vous pouvez quand même nous envoyer ces SMS-là la semaine prochaine. On va les lire. Disons demain, je vais quand même faire le nécessaire pour lire vos messages. Le 93 49 45 45 est à votre disposition. À qui la faute concrètement? Ces coups d'État qui reviennent, il a dit, c'est dans les années 90 où ça a été récurrent, mais maintenant ça revient. En moins d'un an et quelques mois, on a déjà 4 coups d'État. C'est beaucoup en Afrique. Donc, à qui la faute selon vous? Et l'autre question aussi qui m'a plu, est-ce que les coups d'État sont aujourd'hui une solution? Pour l'interrogation. Non, parce qu'on ne comprend pas. Est-ce que ces coups d'État sont plus ou moins une solution? Et quelle solution concrètement? Parce que c'est des solutions durables, viables. Les questions sont énormes à poser. Ah oui, énormes, parce que les militaires, en réalité, n'ont pas leur place au pouvoir, c'est d'assurer la sécurité de la population. Mais s'ils prennent le pouvoir, là, ça pose un problème. Ce qui voudra dire que demain, finalement, c'est la loi du plus fort, parce qu'ils ont les armes et plus facilement ils peuvent accéder au pouvoir. Finalement, ils ne protègent plus la population, mais se servent
des armes, de cet outil-là qu'ils ont pour faire ce qu'ils veulent ou encore pour arriver au pouvoir. Maintenant, l'autre inquiétude aussi, c'est que est-ce qu'ils arrivent au pouvoir dans l'intérêt de la population ou c'est dans leur propre intérêt? Parce qu'on estime, si nous prenons le cas de la Guinée, on estime que Alpha Condé fait un mandat de trop, voilà pourquoi il faut l'écarter. Maintenant, la personne qui est arrivée, quelle est vraiment son intention? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Et si je reviens au Mali, récemment, un rapport a été sorti publié, je suivais France 24, où on faisait cas d'un rapport où il y a tellement de sorties d'argent non justifiées. Ce qui voudrait dire que quoi? Est-ce que ces personnes qui donnent l'impression d'être la solution ou encore qui apportent la solution, ces personnes viennent faire la même chose que ceux qu'ils ont renversés? Donc voilà autant de questions qui sont autour de ces coups d'État que nous enregistrons, que nous observons sur le continent. C'est fait, d'accord pour cette page actualité. On continue toujours en information, mais dans la page sport avec Raïs Talibeti qui va me rejoindre juste après cette très courte pause.